C'est bon? Ok. Non, pas de souci. Non, aucunement. Ça démarre quand? 44, 1 minute. C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui des opportunités pour la filière mécanique dans l'activité hydrogène. Donc, pour démarrer, aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse à l'hydrogène? C'est important de l'avoir clairement en tête. C'est dans l'optique de la décarbonation de l'environnement. Donc, le contexte que l'on connaît tous aujourd'hui, c'est voilà, un contexte où on a une dépendance énergétique et une souveraineté à rechercher sur le secteur du gaz. Le réchauffement climatique qui nous amène à réfléchir à des solutions où on va réduire la production, les émissions de CO2. Et puis, la gestion de la mondialisation des aspects industriels. Alors, je vous ai mis ici un petit graphique pour montrer l'évolution du CO2 dans l'atmosphère depuis les années 1700 sur cette version, entre guillemets, zoomée. Puis si on prend la version dézoomée, donc ça, c'est des enregistrements qui ont été faits sur les 800 000 dernières années avec du carottage dans la calotte glaciaire, etc. Et on voit qu'on n'a jamais atteint ce seuil des 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère depuis 800 000 ans. Donc il y a effectivement une prise de conscience et une réaction à déployer. Donc ça passe par la réduction de la consommation, mais aussi par le développement de nouvelles technologies pour l'énergie, comme la filière hydrogène. Alors l'hydrogène, qu'est-ce que c'est? Bon, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur l'hydrogène, mais juste une slide pour planter le décor. Donc l'hydrogène, c'est la plus petite molécule qu'on trouve dans l'univers. C'est la molécule la plus abondante également dans l'univers, mais cependant, sur Terre, on n'en trouve pas à l'état naturel. Donc il va falloir la produire si on veut utiliser cet hydrogène dans une filière énergétique. Alors cet hydrogène, il y a des avantages et des inconvénients. Alors je ne vais pas les lister tous, hein, et vous les voyez ici à l'écran, mais l'avantage majeur qui fait qu'on s'intéresse à l'hydrogène pour une filière énergétique aujourd'hui, c'est le fait que l'hydrogène contient 3 fois plus d'énergie par unité de masse par rapport à du carburant classique. Maintenant, l'inconvénient majeur, pareil, je ne vais pas les lister tous, mais c'est qu'on a 3 fois moins d'énergie en unité de volume par rapport au carburant classique. Donc, une très belle opportunité, mais des challenges et des enjeux à relever. Également, ce qui est important de savoir sur cette filière hydrogène, c'est qu'on a un contexte très ambitieux, puisque France Hydrogène annonce que d'ici 2030, donc c'est-à-dire dans on va dire la dizaine d'années qui vient, on va passer de, vous voyez ici, 3500 emplois dans la filière hydrogène en France aujourd'hui, à 100 000 emplois. Donc c'est un vrai potentiel de croissance énorme aujourd'hui, le développement de cette filière hydrogène. Et également des ambitions au niveau de la production d'hydrogène, puisqu'aujourd'hui en France, on produit à peu près 45 000 tonnes d'hydrogène décarboné, et on vise d'ici 2030 d'en produire 700 000. C'est vraiment un changement de paradigme qui va être accompagné par l'industrie, et en particulier par l'industrie mécanique. Alors justement, quels sont les grands challenges à relever pour la mécanique dans cette filière hydrogène? Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est finalement cette filière, cette chaîne de valeur de l'hydrogène aujourd'hui pour obtenir des applications industrielles. Donc, comme je le disais, l'hydrogène sous forme de molécules de dihydrogène telles qu'on en a besoin dans cette filière, ça n'existe pas à l'état naturel sur Terre. Donc, il va falloir d'abord le produire. Donc, cette filière hydrogène, elle va se découper en 3 grandes étapes. La première, c'est la production d'hydrogène. La deuxième, ça va être de transporter cet hydrogène qu'on va avoir produit depuis un site de production d'hydrogène sur un site d'application, soit de le transporter à travers des cuves, des récipients qui vont amener de l'hydrogène d'un point A à un point B, soit à travers des réseaux de canalisation. Par exemple, au niveau européen, il y a un grand projet qui se lance qui s'appelle la colonne vertébrale de l'hydrogène au niveau européen, qui est finalement un réseau de gaz à l'échelle européenne pour transporter l'hydrogène.
Et enfin, bien sûr, ce qui va nous intéresser, la dernière étape de cette chaîne de valeur, c'est l'utilisation finale. Donc finalement, c'est de reconvertir cette énergie qu'on a stockée sous forme d'hydrogène dans une application donnée, que ce soit de la mobilité ou bien de la production d'énergie industrielle à travers des brûleurs ou des moteurs stationnaires comme des turbines qui vont générer de l'énergie mécanique. Donc on va avoir en fait toute cette chaîne de valeur à alimenter avec des composants qui vont derrière faire appel à l'industrie mécanique. Alors, 3 grands verrous, comme je disais, sur cette chaîne de valeur. Pour la partie production, le verrou majeur, ça va être de produire cet hydrogène de façon décarbonée. Et oui, puisque l'enjeu de l'hydrogène, comme je le disais, c'est de supprimer les émissions ou de réduire fortement les émissions de CO2. Si finalement, pour produire cet hydrogène, on produit du CO2, bon ben, on n'a pas complètement réglé le problème. Donc l'enjeu principal au niveau de la production, ça va être de produire de l'hydrogène avec des émissions de CO2 les plus faibles possibles. L'enjeu pour le stockage, ça va être de comprimer cet hydrogène. Comme je le disais également en introduction, l'hydrogène, c'est une molécule très légère. On a 3 fois moins d'énergie par unité de volume dans de l'hydrogène par rapport à un carburant. Donc, l'enjeu majeur pour le stockage, ça va être de comprimer cet hydrogène. Et enfin, le troisième enjeu majeur au niveau de la restitution de l'énergie pour le cas des applications hydrogène, là, ça va être de pouvoir maximiser le rendement de restitution d'énergie sur le point d'utilisation, que ce soit un point mobile à travers un véhicule ou que ce soit un point stationnaire à travers une industrie. Alors, un petit zoom sur ces 3 enjeux. L'enjeu de production. Donc aujourd'hui, l'hydrogène, on en produit énormément, faut l'avoir en tête, c'est-à-dire que ce n'est pas une molécule nouvelle non plus. C'est utilisé majoritairement pour la production d'engrais, de produits phytosanitaires qui utilisent de l'ammoniac, donc on utilise de l'hydrogène industriel. Ça, c'est aujourd'hui à peu près la moitié de la production d'hydrogène qu'on retrouve à l'échelle européenne. Et on l'utilise également pour le craquage du pétrole. Bon, ben là, potentiellement, ça va nous laisser un potentiel pour d'autres applications. Par contre, aujourd'hui, pour produire l'hydrogène, les grandes technologies, c'est le vaporéformage du méthane qui produit du CO2, plus de 3 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène émis. Donc finalement, c'est un bilan qui n'est pas tout à fait valorisable au niveau des émissions de CO2. Ensuite, c'est les oxydations partielles de coupe pétrolière, donc du même acabit, supérieur à 3 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène produit. Ensuite, on a la gazéification du charbon, encore quelque chose du même acabit. Et enfin, l'électrolyse. Vous avez tous entendu parler d'électrolyse. On a l'impression aujourd'hui que tout l'hydrogène qui est produit par électrolyse. Ben, vous voyez, c'est que 4% de l'hydrogène qui est produit aujourd'hui qui est produit par électrolyse. L'électrolyse qui est enfin un procédé qui permet de produire l'hydrogène à faible taux de CO2. Donc l'objectif, l'enjeu majeur, ça va être de décarboner ces productions d'hydrogène. Et donc, une des contributions je reviendrai dessus sur l'aspect mécanique. Ensuite, sur la partie stockage, donc le stockage de l'hydrogène, comprimer de l'hydrogène, mais comme je le dis ici, un défi contre la physique. Il faut savoir qu'à pression ambiante et température ambiante, pour avoir 1 kg d'hydrogène, il vous faut 11 mètres cubes. Donc pour embarquer 1 kg d'hydrogène, on a tendance à dire que 1 kg d'hydrogène, ça permet de faire 100 km avec une voiture. Donc, c'est-à-dire que pour avoir 100 km d'autonomie à pression ambiante, à température ambiante, il vous faudra un réservoir de 11 mètres cubes. Ce n'est pas très pratique. Donc derrière, on regarde des références de pression, comme le seuil le plus classique dont on entend parler, c'est 700 bars. À 700 bars, pour avoir 1 kg d'hydrogène, il vous faut encore 25 litres. Donc ça prend de la place. La Toyota Mirai, la voiture hydrogène qui peut être utilisée déjà aujourd'hui, c'est 5 kg d'hydrogène embarqué. Donc ça veut dire un réservoir de 125 litres embarqué, donc c'est même sur 2 réservoirs, pour avoir l'autonomie de 500 km. Et enfin, donc la dernière approche, c'est d'utiliser l'hydrogène sous forme liquide. Donc là, l'enjeu, c'est beaucoup plus intéressant, parce que là, pour avoir 1 kg à 1 bar de pression, donc pression ambiante, on n'a besoin que de 15 litres. Par contre, l'autre défi ici, c'est qu'il faut descendre à moins 253 degrés. Donc moins 253 degrés, c'est 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc on est sur des températures du spatial. Et là, bien sûr, comme vous pouvez le deviner, on va avoir des enjeux très forts aussi au niveau mécanique de faire tenir ces composants à des températures extrêmes vers le bas dans ce cas-là. Donc après, effectivement, on retrouve les différentes notions que je disais. Effectivement, donc une très très bonne densité de stockage volumique. Donc ce qu'on voit, le positionnement vers l'avant des 3 points hydrogène. Par contre, une très mauvaise densité de stockage volumique. Donc massique très bien, volumique très mauvais. Et le troisième enjeu lié à la restitution de l'énergie, je veux dire, donc les cas d'application, c'est de maximiser le rendement. Alors aujourd'hui, sur une pile à combustible, on a un rendement qui plafonne autour de 50%. Donc il va y avoir des travaux de fond à faire. Et une pile à combustible, c'est un assemblage de composants métalliques, de composants plastiques, polymères,
qui vont nécessiter de l'usinage, du formage. Donc on va retrouver ici aussi des enjeux majeurs d'un point de vue mécanique. Il y a une caractérisation des matériaux à faire aussi sur des environnements souvent très corrosifs. Donc on va avoir des enjeux. Les piles à combustible imposent également des puretés de l'hydrogène qui sont très poussées. Alors on a tendance à dire, enfin, voilà, le référentiel qu'on utilise, c'est du 99,994% de pureté d'hydrogène. Donc on est vraiment sur des niveaux de pureté qui sont très poussés, qu'il va falloir atteindre par le biais de la maîtrise des procédés chimiques comme de la filtration, de la pureté, etc. Et enfin, derrière, une fois qu'on a restitué l'énergie de l'hydrogène sous forme électrique, il faut la convertir en énergie mécanique. Donc on doit intégrer un moteur électrique également dans la chaîne de valeur. L'autre façon de restituer l'énergie de l'hydrogène, c'est la combustion. Et donc là, pour le coup, on va brûler l'hydrogène et récupérer l'énergie qu'il y avait dans la molécule de l'hydrogène. Donc on revient sur un principe de fonctionnement des moteurs à combustion. Alors, il y a quelques petites variantes à savoir. Il faut savoir que la flamme finalement, la flamme générée par de l'hydrogène est 200 degrés plus chaude que la flamme du gaz. Donc il y a quand même des paramètres thermiques à gérer également. Et puis, c'est une flamme invisible. C'est une flamme qui émet que dans les UV. Donc pour les détections de flammes, dans le cas de brûleurs, etc., il va falloir anticiper cette problématique de détection des arrêts de flammes pour bloquer ou on va dire limiter les retours de flammes dans les circuits. Donc c'est un défi supplémentaire. Alors tout ça, tous ces challenges, c'est pas juste pour se dire bon finalement ça fait beaucoup de challenges, on est perdu, c'est plutôt pour identifier pour les industriels et en particulier les industriels de la mécanique des opportunités pour développer cette filière hydrogène. Donc, si on se focalise sur les équipements fluidiques, c'est-à-dire les équipements qui vont permettre de comprimer, transporter, véhiculer de l'hydrogène, on retrouve ce schéma effectivement. Donc, sur la partie production et usage, je vais passer très vite puisqu'on va s'intéresser aux électrolyseurs et aux piles à combustible, mais ça, j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc, entre les deux, on va avoir tout ce qui va être la manipulation industrielle du fluide hydrogène. Donc, c'est-à-dire, on va retrouver les compresseurs, les réservoirs, les pompes, les vannes, les canalisations, les stations de refueling. Et tous ces équipements qui aujourd'hui existent pour des fluides, des gaz comme le méthane, le CH4 ou d'autres gaz industriels, il va falloir les adapter à l'hydrogène. Alors je vous montre ici, ça fait peur, mais c'est fait exprès, hein, c'est l'effet graphique de la slide. Pour un schéma qui représente ici le circuit de production de l'hydrogène à travers un électrolyseur. Donc dès qu'on parle électrolyseur, tout le monde pense à ça. Sauf qu'autour de l'électrolyseur, il y a tout ça. Il va y avoir déjà un circuit d'alimentation en électricité et surtout en eau, avec un purificateur d'eau. Derrière, on va avoir des groupes de refroidissement, des pompes, des vannes, des décanteurs, des séparateurs gaz liquide pour pouvoir récupérer l'hydrogène et récupérer l'eau. On va avoir également des échangeurs thermiques puisque ces électrolyseurs génèrent beaucoup de chaleur et derrière on va vouloir de l'hydrogène qui soit dans des températures proches de l'ambiante, donc on va devoir évacuer les calories. On va recondenser derrière cet échangeur thermique pour séparer encore une fois le liquide du gaz, des purificateurs, des compresseurs, des circuits d'alimentation. Et donc tout ça, ce sont des équipements fluidiques issus de la mécanique qu'on va utiliser et développer pour la filière hydrogène. Alors un exemple justement de ces composants, par exemple les réservoirs. Donc aujourd'hui, il y a une grosse partie des développements qui s'intéressent aux réservoirs de stockage de hydrogène. Comme je le disais, avec l'enjeu majeur de pouvoir comprimer fortement pour embarquer une quantité importante d'hydrogène dans un volume limité. Le 700 bars de pression de service. 700 bars de pression de service dans le secteur automobile, ça implique un coefficient de sécurité de 2,25 avant la rupture. Donc ça veut dire qu'on doit assurer que le réservoir ne va pas fissurer, éclater jusqu'avant une pression de 1600 bars. Donc c'est des valeurs très très élevées. Et pour ça, il y a 5 grandes technologies qui ont été étudiées, évaluées en fonction des applications dans l'industrie. Les réservoirs de type 1 à 5, où on va retrouver des matériaux métalliques, des matériaux composites, une combinaison matériaux métalliques et composites. Et tout ça est fait de manière optimisée pour avoir le meilleur rendement de stockage en rapport quantité d'hydrogène embarqué sur masse totale de l'installation. Sur un réservoir type 4 aujourd'hui, donc tout composite, donc on a une coque composite, une enveloppe interne en plastique. On vise des indices gravimétriques autour de 5%, donc ça veut dire qu'on va avoir 5 kg d'hydrogène pour 100 kg embarqués sur un réservoir. Donc ça fait peu, on a l'impression que ça fait peu, mais aujourd'hui c'est ce qui se fait de mieux sur le stockage embarqué d'hydrogène sur ces petites quantités.
Donc l'enjeu, et on le voit à travers les sujets, par exemple dans les appels à projets européens, c'est de monter cet indice gravimétrique, d'atteindre les 7%, les 10%, et ça fait partie des enjeux majeurs des développements de réservoirs à haute pression pour l'hydrogène. Différentes technologies de stockage, comme je disais, donc les réservoirs métalliques, des réservoirs composites, des réservoirs cryogéniques, ici un exemple de chez Man Energy où on va également stocker de façon stationnaire de l'hydrogène liquide pour pouvoir avoir la meilleure densité de stockage. Alors la problématique majeure ici, c'est plus la tenue pression, mais c'est la tenue température. Donc il va falloir une solution d'isolation thermique très poussée et il va falloir surtout un groupe actif qui va générer du froid pour pouvoir entretenir cette température de 20 Kelvin, moins 253 degrés. Donc également après au niveau des autres composants qu'on va pouvoir identifier dans cette chaîne de valeur, on va retrouver les pompes, les vannes, les canalisations, les réservoirs, ce que j'ai évoqué au cours de ma présentation. On va retrouver des problématiques de choix des matériaux, quel type de matériaux utiliser, donc polymère ou métallique dans un premier temps. Puis ensuite, si on descend un petit peu dans les particularités sur les matériaux métalliques, quel matériau à choisir pour résister entre autres à un phénomène assez connu qui est la fragilisation par hydrogène. Donc l'hydrogène, en plus de tout ce que je vous ai montré, peut avoir tendance à faire fissurer certains matériaux métalliques. Et donc le choix des matériaux va être un enjeu capital. Sur les matériaux polymères, on va plutôt s'intéresser à limiter la diffusion de l'hydrogène à travers les matériaux pour contenir au maximum l'hydrogène à l'intérieur du réservoir. Ensuite, une fois qu'on a fait le choix du matériau, on va s'intéresser au procédé de fabrication. Donc comment fabriquer des nouveaux objets pour recevoir de l'hydrogène avec des procédés qui sont de plus en plus optimisés en termes de capacité de fabrication, de productivité bien sûr, mais aussi en termes de répondre à un cahier des charges spécifique à l'hydrogène. Et ensuite, une fois qu'on a fabriqué ces objets, l'enjeu majeur, ça va être aussi de pouvoir qualifier ces composants, je redis, les pompes, les vannes, les canalisations, les réservoirs, par rapport à un environnement hydrogène. Et donc là, d'avoir à disposition des centres d'essais qui vont pouvoir faire des essais en présence d'hydrogène et dans des conditions représentatives des conditions opérationnelles. Un enjeu également majeur, c'est l'étanchéité à l'hydrogène. On voit pas mal de sujets, maintenant ça commence à apparaître, finalement de défaillance de système hydrogène où on a eu des fuites. Vous avez peut-être vu passer, si vous vous intéressez au sujet, il y a un bateau de transport d'hydrogène liquide entre l'Australie et le Japon, le Suisse aux frontières, et il y a eu une fuite effectivement il y a 2 semaines à peu près sur une vanne qui a paralysé le bateau, donc limité finalement la partie retour opérationnel et économique finalement de cette installation. Donc c'est un enjeu majeur aujourd'hui de pouvoir maîtriser l'étanchéité à l'hydrogène. Alors je vous mets ici un petit panorama des industriels qui sont les industriels de la mécanique en particulier et en France qui travaillent sur cette filière hydrogène. Donc ça va des fabricants d'électrolyseurs jusqu'aux fabricants, voilà ici j'ai pris l'exemple des moteurs à combustion et des piles à combustible, mais on retrouve les fabricants de connecteurs bien sûr, puisqu'il va falloir assurer la connexion des canalisations qui vont voir de l'hydrogène de façon pérenne, les fabricants de stations de refueling, on a pas mal d'acteurs en France également, les fabricants de vannes, les fabricants de pompes et de réservoirs. Donc c'est vrai qu'on a un tissu industriel et en particulier de la mécanique en France pour l'hydrogène qui est déjà très nourri. Et donc ça crée une belle émulation pour pouvoir garder une position de leader sur la filière hydrogène. Et donc c'est un enjeu aujourd'hui qu'il faut accompagner pour pouvoir, je dirais, garder une position de leader sur cette filière hydrogène. Donc après, voilà, je vous propose 2 dernières slides, ça va aller assez vite, mais sur le programme d'accompagnement du CETIM sur la filière hydrogène, donc le programme HIMET pour Hydrogen Material and Equipment Engineering and Testing. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les industriels sur la qualification et la caractérisation des matériaux et des équipements, et également l'engineering, donc le fait de développer des nouveaux procédés de fabrication et de qualifier des composants pour l'hydrogène. Bon, alors tout un schéma d'accompagnement. Et donc là, effectivement, l'idée, c'est d'accompagner depuis la compréhension du marché, identifier de nouvelles opportunités, évaluer avec des moyens dédiés à l'hydrogène l'impact de l'hydrogène sur le matériel existant, déjà chez les industriels, puis potentiellement, si on observe des défaillances, d'aller jusqu'à derrière de la conception et de l'industrialisation et du développement de nouveaux produits adaptés à l'hydrogène et issus finalement des compétences de l'industriel, de pouvoir les décliner, les adapter vers l'hydrogène. Et j'ai une dernière slide potentiellement pour illustrer.
Donc l'idée, voilà, c'est d'accompagner sur toute la chaîne de valeur, depuis l'aspect normalisation, réglementation, conseil, expertise et formation. Ces teams, on est centre de formation agréé, donc on arrive à proposer également de la formation autour de l'hydrogène depuis septembre dernier. La caractérisation des matériaux et des surfaces en présence d'hydrogène, la caractérisation de l'étanchéité sur les matériaux dans un premier temps. Les procédés de fabrication, donc on s'intéresse aussi bien aux composites à travers de l'enroulement filamentaire qu'à la fabrication additive métallique ou encore à la chaudronnerie à travers du formage de tôle et du soudage. La conception et le dimensionnement d'équipements dédiés à l'hydrogène. Et enfin, la qualification des systèmes fluidiques sur la partie donc hydrogène, donc de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, exposer des équipements fluidiques, des pompes, des vannes, des réservoirs à l'hydrogène et de voir finalement quelle est leur durabilité. Ça, c'est un premier élément clé, donc de savoir en fait en combien de temps, quel va être l'abattement finalement de ces composants en présence d'hydrogène, et également de comprendre leur mode de défaillance. Donc finalement, quand on teste une vanne en hydrogène, qu'est-ce qui casse? Est-ce que c'est le joint qui lâche? Est-ce que c'est le corps de la vanne qui fissure? Avec ce banc d'essai, on va être en mesure de pouvoir qualifier ces composants, identifier les modes de défaillance et potentiellement derrière itérer sur des améliorations, des adaptations de cet équipement pour des applications hydrogène. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur ce pitch. Et après, voilà, si vous avez des questions, je dois avoir 5 minutes pour les réceptionner. Vous avez mes coordonnées ici. Et on est au stand 1 L47, un peu par là, si vous souhaitez venir sur notre stand. C'est bon timing? Ça marche. Bon, bah, si vous avez des questions, vous pouvez les poser là ou bien venir sur notre stand et on vous accueillera également. Oui. Oui. D'accord. Non. Honnêtement, je découvre le sujet, mais effectivement, alors je sais qu'il y a eu des études aussi pour électrolyser directement l'eau de mer, parce que la désalinisation, c'est un problème aussi sur la chaîne de valeur. Ah oui, pardon. Mais effectivement, ouais, sur ce sujet, j'ai pas. Par contre, sur la partie électrolyse directe de l'eau de mer, pour optimiser les rendements et utiliser finalement un fluide qui est beaucoup plus disponible, là, j'ai vu des choses. Par contre, sur la partie électrolyse de l'urine, j'ai pas vu passer. Bah merci. Non, mais c'est vrai que le principal sujet sur l'hydrogène, c'est les rendements mis bout à bout. Finalement, c'est pas hyper compétitif. Aujourd'hui, il faut le fabriquer, l'hydrogène. Bon. Bah, aujourd'hui, le rendement complet de la chaîne de valeur, c'est 27%. Donc rendement publié par l'ADEME, hein, depuis une électrolyse jusqu'à une restitution dans une pile à combustible. Donc 27% effectivement. Mais ce 27%, il faut le voir comme une photo à un T0. Et donc tous les développements que je vous ai présentés ici, toutes les opportunités pour la chaîne de valeur et pour la mécanique vont participer à améliorer ce rendement. Parce qu'en théorie, normalement, une pile à combustible... Pardon. Une pile à combustible aujourd'hui, en théorie, donc on est sur des rendements à 50%, en théorie on pourrait monter à 80%. Et tout ce qui bloque aujourd'hui, c'est des éléments liés à la mise en pratique finalement du concept. Donc il y a un très gros potentiel pour améliorer ce rendement global de la chaîne de valeur. Et puis il y a la partie pile à combustible, comme je disais, mais il y a la partie également combustion. Et là, on s'appuie sur l'expérience des moteurs à combustion qui est une expérience de très longue date pour maximiser également les rendements. Vous regardez aussi la combustion d'hydrogène, ok. Oui, tout à fait. La partie combustion, c'est un sujet important. Alors, combustion dans les moteurs, mais également combustion dans les turbines, les turboréacteurs, et également dans les fours industriels. Il faut savoir que les fours industriels sont également considérés comme des équipements mécaniques. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de sollicitations de la part des acteurs dans la métallurgie, dans le travail du verre, pour décarboner également leurs installations. Et finalement, au lieu d'utiliser du méthane, du CH4 pour produire de la chaleur, qui va libérer et qui va générer des émissions de CO2, de convertir ces réseaux en hydrogène pour supprimer ces émissions de CO2 et participer à la réduction de la décarbonation. Ouais, via du craquage, c'est ça? Là, non. Combustion d'hydrogène au lieu de combustion de méthane. CH4, CH4 hydrogène via le craquage. Enfin bon, bref. Ça, non, effectivement. Là, pour le coup, on revient sur l'autre partie de la chaîne de valeur, la partie production. Et moi, j'étais plutôt sur la partie end user. Ah oui, dans l'autre sens. Okay, donc combustion H2, ouais. Bon, bah, c'est bon. Et si vous avez d'autres questions, je vous propose de venir sur notre stand 1 L47. Et je vous souhaite un bon salon à tous.